Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Dans la notion du mieux-être, mieux vivre, notre lieu d'habitation, de travail, de vacances peut avoir des impacts sur notre sommeil, notre santé, mais également sur notre état d'être en général, voire nos relations ou nos activités, voire même plus. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir de recevoir Nathalie et Jean Renaud, géobiologues, pour nous présenter leur livre « Mémoire des lieux, mémoire de vie » ou « Comment nos émotions imprègnent nos lieux de vie », paru aux éditions Secret d'étoiles, mais également pour nous parler de leur activité. Bonjour. 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 Alors, Jean et Nathalie, première question, qu'est-ce que c'est être un géobiologue ? Eh bien, en fait, être géobiologue, c'est s'intéresser à ce qui se passe dans une maison et aussi ce qui se passe auprès des personnes, en fait. Il y a peut-être autant de géobiologie que de géobiologues, que de façons de travailler. Pour notre part, lorsque nous travaillons en géobiologie, nous allons étudier les phénomènes qui interviennent donc sur l'état d'être directement des personnes, mais nous allons mettre aussi en parallèle les phénomènes présents avec ces personnes-là, justement pour voir quelles sont les résonances. Donc que viennent dire les phénomènes trouvés dans le lieu par rapport à l'histoire, le vécu, les traumatismes de ces personnes. Dans quel cas précisément ou situation fait-on appel à vous ? Les exemples sont très très variés. Les gens font appel à nous quand ils se sentent pas bien, tout simplement dans leur maison, s'ils ne se sentent pas chez eux, s'ils sentent éventuellement des présences sans pouvoir vraiment expliquer ce qui se passe, ou par exemple aussi pour une maison à vendre qu'ils n'arrivent pas à vendre depuis X années, même si elle est au bon prix, même s'il n'y a aucun problème évident. Eh bien, ils n'arrivent pas à la vendre, donc ils nous font appel pour voir un petit peu ce qui peut perturber le lieu et éventuellement perturber la vente aussi. On va revenir à votre livre « Mémoire des lieux, mémoire de vie ». Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire finalement ? Bien, en fait, Nathalie et moi, nous sommes tous les deux passionnés par l'écriture. On écrit depuis très très longtemps, je dirais presque depuis qu'on est tout petit. Et pour ma part, j'avais commencé un livre qui parlait des âmes humaines. Donc on reviendra un petit peu sur ces termes-là tout à l'heure, je pense. Et puis nous avons été contactés l'année dernière par une maison d'édition qui recherchait justement un ou des géobiologues pour écrire sur la mémoire des lieux. Donc nous, automatiquement, on a plongé à fond dedans puisque c'est vraiment l'écriture est aussi notre passion. Et nous avions surtout plein d'histoires à raconter, à faire partager, des exemples à donner. Donc voilà, c'était l'occasion qui faisait le larron, quoi. Et puis, ça donne un panel assez large de tout ce qu'on peut trouver en tant que géobiologue dans les maisons. Et surtout aussi des belles rencontres avec des personnes qui ne comprennent pas forcément ce qui se passe chez eux et qui ont besoin de nous pour faire le lien entre le monde invisible et l'âme de la maison. Votre livre est un petit condensé, un recueil de témoignages de ceux que vous avez pu rencontrer avant et au cours du travail en géobiologie sur des habitats. Au niveau émotionnel, je suppose que ça devait susciter beaucoup d'informations. Quel en était-il ? D'un point de vue énergétique, c'est vrai que la mémoire du lieu peut nous chahuter au même titre que les habitants, puisque toute l'harmonisation se fait avec les personnes qui vivent sur le lieu. Donc ça peut passer des larmes au rire, ça peut être extrêmement varié comme ambiance. Les émotions nous traversent en fait. On a appris au fur et à mesure, on pleure beaucoup moins, on pleure beaucoup moins qu'au départ. Mais bon, il y a des fois des histoires très belles et très, très tristes. Mais bon, à force, on prend l'habitude. Mais les personnes sont aussi également bien impactées au niveau émotionnel. Ouais. Et puis des beaux moments aussi, de très beaux moments de réconciliation, de choses comme ça, avec des âmes. Très belles choses aussi, oui. Tu parles, Nathalie, notamment d'harmonisation. Est-ce que tu peux définir pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément au courant de ce que c'est, qu'est-ce que c'est une harmonisation ? Alors, dans un premier temps, on va faire, entre guillemets, l'état des lieux, c'est-à-dire qu'on va faire un diagnostic de la maison, voir quels sont les phénomènes telluriques présents, quels sont les phénomènes invisibles présents, et ensuite, donc, on va aller les chercher avec nos baguettes, l'ancienne baguette pendule. Et au fur et à mesure qu'on va trouver les phénomènes, on va se mettre en résonance avec eux, on va voir s'ils ont quelque chose à dire aux habitants.
Et ensuite, on a différents protocoles en fonction du phénomène rencontré pour pouvoir le transmuter dans la lumière en général. Et tu parles de phénomènes. Quels sont ces phénomènes ? Alors, phénomène tellurique, c'est Jean qui en parle très très bien. Alors, ce que l'on appelle phénomène tellurique, ce sont bien entendu tous les phénomènes liés à la Terre. Dans les maisons, donc les phénomènes les plus courants que nous rencontrons, ce sont donc les réseaux telluriques. Je pense que beaucoup d'auditeurs ont déjà entendu parler du réseau Hartmann. C'est l'un des plus connus, mais bon, il y en a plein d'autres. Donc les réseaux telluriques, c'est un quadrillage de la Terre. Schématiquement, on peut donner l'image de dire que ce sont des lignes magnétiques. Mais ce n'est pas ça réellement, mais pour donner une image en fait. Donc ce sont des lignes qui interviennent énergétiquement sur le lieu. Comme c'est un quadrillage, il y a des croisements, et vous avez des croisements qui sont plus ou moins puissants et qui vont donc interférer d'une manière plus ou moins importante sur la vie et même la santé des personnes. Après, nous avons des courants d'eau souterrains, des failles telluriques. Donc deux phénomènes, ce sont quasiment les plus perturbants, puisque là aussi, ça va jouer sur le sommeil, sur les défenses immunitaires. En règle générale, cela va fragiliser les habitants qui risquent finalement ou de tomber malades ou d'avoir des problématiques ou des pathologies en fait. Ce ne sont pas les phénomènes telluriques qui les rendent malades, mais par contre, le fait de diminuer ces défenses immunitaires, ça va, disons, favoriser certaines maladies ou certains ennuis de santé, on va dire. Après, vous avez les cheminées cosmotelluriques, qui sont un peu comme, là aussi schématiquement, comme des grandes tours, et qui vont aussi interférer donc, sur la vie des habitants, plus d'autres phénomènes. Et tout cela va jouer, on parle beaucoup de fréquences aujourd'hui en physique quantique, donc tout cela va faire varier la fréquence de la maison, donc la vibration de la maison. Et à partir du moment où ces phénomènes sont présents, ils vont avoir tendance à diminuer la fréquence, c'est ce que l'on appelle le taux vibratoire. Et plus le taux vibratoire est bas, plus les personnes donc, sont susceptibles ou d'avoir des soucis de santé, comme nous disions à l'instant, ou aussi d'être, je ne veux pas dire en présence, mais d'être confronté à des synchronicités négatives, c'est-à-dire des événements pas sympas du tout. Voilà, ça c'est pour les phénomènes telluriques. Moi, je tenais juste à préciser que les phénomènes telluriques sont des phénomènes absolument naturels. C'est-à-dire, dans la nature, ils ne gênent pas. Le problème, c'est quand on met une maison dessus avec une installation électrique. C'est là où le problème va commencer. Sinon, à la base, il y en a partout, dans les forêts, dans les champs, et ça ne nous gêne pas. C'est l'installation électrique qui va accentuer le phénomène. C'est la maison avec l'installation électrique, oui. J'ai vu dans votre livre « Mémoire des lieux, mémoire de vie » d'autres notions de phénomènes de maisons hantées, de lieux sacrés, des phénomènes de magie noire également, et de la mémoire de l'eau aussi. Qu'est-ce que vous pourrez en dire ? Plein de choses, cher ami, plein de choses. Eh bien oui, donc la deuxième partie du travail de géobiologie, ce sont la mémoire des lieux et tout ce qui est âmes humaines, entités qui peuvent être présentes dans les maisons, et c'est très fréquent, c'est-à-dire que nous, à la base, souvent dans nos stages, on dédramatise complètement. Ce n'est pas quelque chose de catastrophique, c'est quelque chose d'absolument normal. Des personnes qui sont décédées, qui pour une raison X ou Y ne sont pas encore montées vers la lumière, eh bien vont rester avec nous dans l'astral. Donc c'est un phénomène absolument naturel, encore une fois. Les entités, elles, sont créées par nos formes pensées, des agrégats de colère, de tristesse, de peur, qui petit à petit vont se cristalliser et créer une espèce de forme, quand on la voit, qui est plus ou moins animale, et qui vient également perturber le lieu et baisser le taux vibratoire du lieu. Alors le petit souci, on va dire, de ces présences, c'est qu'elles aussi, comme dit Nathalie, vont abaisser le taux vibratoire. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on dit toujours, ouais, c'est la loi des séries, etc. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des phénomènes telluriques qui baissent la fréquence, à partir du moment où nous avons des présences, des entités, des âmes, etc., ça va continuer à baisser la fréquence, le taux vibratoire. Les personnes ne vont pas se sentir bien, donc elles vont être dans un certain mal-être. Elles-mêmes vont aussi baisser le taux vibratoire. Et plus le taux vibratoire sera bas, plus cela va attirer d'autres phénomènes, d'autres synchronicités. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. La seule solution, en toute honnêteté, à moins de méditer 24 heures sur 24 et d'avoir la capacité de mettre tous ces soucis de côté, en gros d'être Bouddha, il n'y a pas tellement d'autres solutions que d'intervenir sur ces phénomènes, en fait. D'essayer de
les diagnostiquer, les comprendre, savoir pourquoi il y a ces phénomènes-là, pourquoi il y a ces présences, ces entités, qu'est-ce qu'elles viennent dire à ces personnes. Et puis ensuite, bien entendu, les transmuter. Le but n'est pas qu'elles restent là, quoi. Mais à notre connaissance, c'est la seule solution, quoi. En plus, parfois, ça ne vient pas de la maison, ça peut venir de l'extérieur. Il suffit qu'il y ait un château, un cimetière à proximité de la maison, ou qu'il y ait eu un champ de bataille sur le terrain. Donc même une maison neuve peut être impactée si elle est implantée sur un lieu où il s'est passé quelque chose de tragique, par exemple. Là, on parle de phénomènes négatifs, mais est-ce qu'on peut avoir la même résonance avec des cas considérés comme positifs, joyeux, gais ? Tout à fait, mais là, les gens ne nous appellent pas, parce que s'ils sont très heureux dans leur vie, ils n'ont pas besoin de l'intervention d'un géobiologue. Donc, on a moins d'exemples de maisons où tout est bien, tout va bien. Et au niveau de la mémoire des lieux, est-ce que dans les environnements végétaux, il peut y avoir aussi des empreintes ? Oui, bien sûr, on est tombé une fois sur un bois, enfin plusieurs fois même sur des bois comme ça, mais je pense à un cas particulier. Nous recherchions une église pour notre stage sur la géobiologie sacrée. Donc on avait repéré l'église sur Internet, puisqu'on fait déjà des recherches au préalable. Et puis nous avions réussi à la localiser, on avait eu beaucoup de mal à la trouver sur place. Et puis nous étions arrivés près de cette église, qui était juste à côté d'un bois. Et quand nous sommes arrivés sur les lieux, eh bien Nathalie s'est sentie vraiment pas bien du tout. Et elle entendait en fait des cris. Hein, oui, j'entendais des combats, des cris, comme un massacre, quoi. Et le bois lui-même, quand on se branchait, on va dire, énergétiquement dessus, eh bien on ressentait que il y avait vraiment un très très grand déséquilibre. Donc on peut très bien trouver ça. La France, on en parle dans le livre, parce que justement je suis passionné d'histoire aussi, donc forcément nous sommes tombés sur des cas comme ça. La France et les autres pays regorgent d'endroits où il y a eu des batailles, ou ne serait-ce que des combats. Et ces combats se sont souvent, quasiment à toutes les époques, se sont produits à l'extérieur, ne se sont pas produits dans les maisons. Donc on peut effectivement tomber sur des lieux comme ça, très très chargés, très lourds. En fait, quand on arrive là, à la limite, pour pique-niquer, eh bien, on ne se sent pas bien du tout. Et si on a un petit peu de ressenti, de sensibilité, on aura plus envie d'aller 100, 200 ou 300 mètres plus loin que de pique-niquer à cet endroit, en fait. Et dans des cas comme ça, vous intervenez ou pas ? Rarement, parce que pour intervenir, alors je dirais que nous avons besoin d'une autorisation venue d'en haut, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous de décider ce qui est bon, pas bon ou quoi que ce soit. Alors c'est évident que pour les harmonisations, par exemple, on intervient sur la demande des personnes, ça c'est certain. Et après, dans la nature, ça nous est arrivé d'intervenir quelques fois, mais parce qu'on sentait qu'effectivement, on va dire qu'il y avait une instance supérieure qui était OK pour ça. Parce que je reprends l'exemple de la chapelle, petite église que vous recherchiez sur Internet, vous n'y êtes pas arrivé par hasard. Là, on est intervenu, par contre, sur le bois. Mais en fait, on n'a pas fait, on va dire, un nettoyage. C'est que tout simplement, on est intervenu de manière à ce qu'il y ait une paix qui se réinstalle. Tu vois, on n'a pas tout transmuté comme ça à la sauvage. On a simplement demandé à ce que le lieu retrouve son harmonie et sa paix. On va revenir à toi, Nathalie. Régulièrement dans le livre, tu fais la notification de tes ressentis quand tu arrives dans un lieu, ce qui permet justement d'amorcer un travail. Comment ça se passe pour toi concrètement ? Est-ce que c'est toi qui canalises les informations pour après effectuer le travail ? Eh bien, depuis à peu près l'âge de 20 ans, je reçois des informations. Et comme j'étais extrêmement cartésienne, au départ, je mettais ça sur le compte d'autre chose, sur le compte d'une odeur de peinture où je me sentais mal, ça peut aller presque jusqu'à des vomissements. Et ça me traverse malgré moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là aussi. Donc c'est pas facile à gérer tous les jours parce que ça provoque des fatigues, des mal-être. Et après, il faut bien faire la part des choses entre savoir ce qui vient de nous et ce qui vient de l'extérieur, d'une entité, d'une âme extérieure. D'où l'intérêt de bien se connaître avant de démarrer ce métier-là. On insiste toujours en stage aux personnes pour leur dire de vraiment faire un travail de connaissance d'elles-mêmes pour pouvoir cheminer, parce que sinon on peut se faire... même il est arrivé plusieurs fois qu'on puisse se faire agresser. Bon, je ne suis pas du tout à faire peur, on s'en sort très bien, mais ça peut arriver. Auquel cas, il faut avoir des bons guides pour pouvoir gérer la situation, je vais dire comme ça.
sans rentrer dans les détails. Alors justement, tu parles d'être cartésienne régulièrement aussi dans le livre. Vous faites allusion autant l'un que l'autre à votre rationalité, à votre perception des choses assez concrètes. Qu'est-ce qui vous a amené au métier de géobiologue, autant l'un que l'autre? Un menhir. On s'intéressait quand même plus ou moins à certaines choses dans ce domaine-là. Et puis un ami un jour m'a dit « je fais venir un géobiologue » et il a mis un menhir dans le jardin. Avec Jean, on s'est regardé, le mot menhir, je sais pas, ça nous a fait penser à Obélix, bien sûr, mais au-delà de ça, le menhir, ça nous a fait un espèce d'électrochoc. Et on s'est regardé en disant, c'est ça qu'on veut faire. Du coup, on n'en pose pas dans les maisons, c'est pas très pratique, hein, ni dans les jardins, on fait autrement. Mais voilà, ça a démarré comme ça, donc du coup, on a commencé les formations, et puis après, on s'est lancé sur la demande des personnes, voilà. L'attrait que je trouve dans notre activité, c'est justement ce côté, on va dire, historique, souvent. Alors, on a souvent coutume de dire qu'au niveau des thérapeutes, en général, on attire les personnes qui sont, on va dire, un peu comme nous, qui ont les mêmes blessures, les mêmes traumatismes, etc. Et du coup, passionnés d'histoire, on tombe assez souvent sur des lieux qui sont chargés d'histoire ou chargés de la petite histoire, qui pour moi est peut-être même encore plus passionnante que, entre guillemets, la grande, c'est-à-dire ces histoires d'hommes, de femmes qui ont vécu des moments, alors souvent tragiques, de notre histoire justement. Et c'est vrai que parfois j'ai l'impression, on a encore eu le cas là tout récemment, j'ai l'impression je dirais presque de voyager dans le temps, mais pas comme quand on visite un musée ou quand on visite un lieu historique, de toucher du doigt là on va dire alors presque les personnes, sinon les âmes, de ceux qui ont vécu ces événements. Tout récemment, on s'est retrouvé face à l'âme d'un soldat le 14-18 et voilà, je trouve ça épatant quoi. En plus, puisqu'il n'est pas monté dans la lumière, on va l'aider à continuer sa route en tant qu'âme, mais on va aussi essayer de comprendre pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il est venu faire. C'était dans la chambre d'un couple. Et donc, on a compris le message qu'il était venu délivrer, notamment à l'homme. Voilà, c'est quelque chose que je trouve quand même épatant. Croiser un soldat de la guerre à 14-18, est-ce que c'est pas des fois un petit peu impressionnant? Honnêtement, non. Ça peut être émouvant, des fois. C'est plutôt émouvant qu'impressionnant, oui. Oui, parce que ça reste une âme. Alors, je dis 14-18 parce que nous ne sommes pas clairvoyants, ni Nathalie et moi. Nous avons des informations qui peuvent se présenter par... on entend des mots, on peut entendre des répliques de films ou de séries, on peut voir des images de bande dessinée, enfin, on reçoit ça en symbolique. Mais lorsque nous sommes face à une âme, très souvent, nous avons une image qui s'inscrit en quelque sorte, on va dire, au niveau de notre troisième œil. Et là, j'avais on va dire, une silhouette habillé comme un soldat de 14-18. Bon, après, la difficulté que j'ai, alors plus que Nathalie, c'est que, étant donné que je suis donc passionné d'histoire, je me méfie toujours de ces images, parce que j'ai vite tendance à me dire, est-ce que c'est moi encore qui veux être en contact avec un ancien soldat ou une histoire, même on va dire guerrière ou quoi que ce soit, ou est-ce que c'est vrai? Donc on retombe un peu sur le côté aussi cartésien, quoi. Parce qu'on peut avoir vite tendance à trouver ce dont on a envie, en fait. Et justement, quand ce doute, il apparaît, est-ce que tu as une possibilité de te recentrer et vraiment avoir confiance dans ton ressenti? Oui, le doute, il apparaît toujours, par définition. Et effectivement, déjà, nous travaillons à deux. Donc Nathalie, n'étant pas du tout sensible à cela, elle va pouvoir au moins me confirmer qu'il y a bien quelqu'un. Ça, c'est la première chose. Donc elle ne sera pas du tout influencée par ça. Et puis ensuite, sur un point de vue purement technique, lorsque nous travaillons avec les baguettes, nous arrivons quand même tous les deux à faire suffisamment le vide en nous, à être suffisamment connectés et ancrés à la terre pour que lorsque l'on pose des questions, on n'obtienne pas la réponse que l'on veut. Mais c'est vrai qu'au début, il y a toujours un petit flottement quand même. Et puis surtout, on discute avec les personnes en leur disant qu'il y a une personne, tel ou tel type de personne, est-ce que ça vous parle ?
Et curieusement, la dernière fois, le monsieur a dit « Ah ben oui, mais moi, j'ai toute une génération de militaires derrière moi. J'ai commencé ma carrière en tant que militaire. Ça me parle. » Voilà, c'est ça aussi qui va nous conforter dans l'histoire, dans reconstituer l'histoire. C'est ça, il y a la résonance. C'est-à-dire que les âmes ne sont pas là par hasard et les personnes ne sont pas là non plus par hasard si les âmes étaient là avant elles. Il y a toujours un point commun. Dans ce livre, il est également question de mémoire de lieu, voire de cristallisation des émotions par moment. Comment est-ce que cela peut se traduire dans les ressentis ? Est-ce que ça peut se définir déjà ? C'est-à-dire qu'en un quart de seconde, on peut changer complètement d'état d'esprit. Et c'est comme ça que se manifestent pour nous les présences. C'est plus au niveau du ressenti. Et ensuite, comme le disait Jean, avec le troisième œil, on peut voir ce qui se manifeste. Ce qui va se passer, c'est que la personne, lorsqu'elle va entrer dans une pièce, par exemple, va effectivement se sentir changer d'émotion elle-même. Elle peut parfaitement rentrer dans une pièce et puis d'un seul coup se retrouver un peu en colère, mais sans raison particulière, ou triste, ou voilà, un peu les émotions qui nous traversent dans la journée. Mais la différence, c'est qu'à chaque fois qu'elle va rentrer dans cette pièce, elle va ressentir cette émotion. Ou elle va changer de comportement, mais on va dire en quelques secondes, sans raison valable, j'entends bien entendu. Donc ça, déjà, ça peut la questionner. Nous, on ressent ces mêmes choses, c'est-à-dire si on reprend l'exemple là du soldat de 14-18, lorsque je me suis retrouvé, on va dire, connecté à lui, eh bien, j'ai les larmes qui ont coulé toutes seules. Alors, je dis pas que lui était triste, bon, son âme était un peu, on va dire, un peu perturbée, mais moi, à ce moment-là, je n'avais aucune raison de pleurer, je n'étais pas triste, ni quoi que ce soit. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose. Et pour les personnes, c'est ça. Alors, je ne dis pas que la personne va rentrer dans une pièce et se mettre à pleurer, mais dans tous les cas, elle va sentir un changement vibratoire, un changement à son niveau. Nous avons des personnes, on en parle d'ailleurs dans le livre, un couple qui nous a appelés parce qu'en gros, ils passaient leur temps à se disputer. Il y avait beaucoup de colère chez eux. Et alors même, notamment chez l'homme, s'il y avait malgré tout à la base une colère un peu rentrée, c'était quand même disproportionné. Donc la personne nous a appelés pour que nous intervenions et effectivement cette maison avait on va dire un passé, en plus historique, de colère. La colère était l'émotion la plus présente dans la maison, quoi. Donc nous parlions de mémoire de lieu, de ces empreintes énergétiques et cristallisation d'émotions. On peut en venir également à la mémoire de l'eau dans les lieux, qui a son importance capitale. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ça ? Alors la mémoire de l'eau, elle est bien sûr véhiculée par les courants d'eau souterrains ou des failles humides aussi. Et effectivement, toute eau a une mémoire, comme le disait si bien et le prouvait si bien Masaru Emoto, avec ses photos de cristallisation d'eau au microscope. Donc si le courant d'eau qui passe sous une maison est passé auparavant sous une centrale nucléaire, ou, bon là c'est vraiment les cas pires évidemment, sous un cimetière, sous un château chargé d'histoire ou des lieux chargés d'histoire, eh bien ça va véhiculer cette information-là sous la maison. Donc nous on peut intervenir à ce niveau-là par des protocoles très précis pour pouvoir nettoyer entre guillemets cette mémoire de l'eau. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas détourner le courant d'eau souterrain. Non, pas du tout. Non, en fait, nous allons travailler sur l'influence de l'eau. C'est-à-dire que ces informations, ça reste énergétique, ça reste une fréquence. Donc nous allons intervenir sur cette fréquence de manière à ce que cette fréquence ne vienne plus influencer la maison qui est au-dessus. Mais on ne fait pas de travaux de génie public. Dans votre livre, à un moment donné, vous parlez justement d'un cas défini où il ne s'agit pas de phénomènes exogènes, extérieurs, mais bien de la personne qui va générer ces phénomènes. Je pense notamment à l'intitulé « Denise retient sa maison ». Oui, c'est très important comme question, ça. Et c'est très, très, très fréquent. Notamment, donc, cette fameuse Denise, c'est pas son prénom, évidemment, parce qu'elle est anonyme. C'est une personne qui voulait vendre sa maison, qui nous a fait intervenir. Elle avait tous ses aïeux avec elle dans la maison, et chaque fois qu'on disait on va les faire partir dans la lumière, elle se mettait à pleurer, c'était la crise. Donc décemment, on l'a laissée avec ses ancêtres. On était bien obligés.
Donc à ce moment-là, elle nous disait oui, mais ils ne veulent pas que j'installe mon cabinet de naturo dans le garage. Les ancêtres ne veulent pas que, les ancêtres ne veulent pas que. Or, nous, ça nous paraissait quand même un petit peu bizarre que les ancêtres bloquent tout ça. Et en fait, elle n'a pas vendu sa maison pendant 2 ans, plus de 2 ans. Et puis un jour, elle nous a appelés en disant, voilà, j'ai divorcé. Et quand j'ai décidé de garder la maison, je me suis écroulée en larmes et j'ai compris qu'en fait, je voulais garder la maison. Donc en fait, c'était elle qui retenait la maison, c'était pas du tout ses ancêtres. Et ça arrive souvent, l'amalgame. Souvent, les gens nous disent « Ah, la maison me retient, la maison si ». Et la maison ne retient pas une personne, c'est nous, inconsciemment, qui pouvons la retenir. Donc ça, c'est intéressant au niveau de l'écho avec les personnes. Notamment, par exemple, aussi, souvent, les gens nous disent « Ah, mais on a de la magie sur la maison, on a de la magie ». Et en fait, c'est pas du tout la magie, c'est pas la jalousie des voisins qui a fait de la magie, c'est les personnes qui ont des problématiques autres. Donc ça, on arrive à le décrypter assez facilement. Là, tu parlais des âmes, des aïeux de cette personne. La différence entre la géobiologie et une démarche médiumnique, c'est quoi ? Alors oui, il y a une grosse différence, à savoir qu'un médium ne va pas intervenir sur les phénomènes telluriques. C'est-à-dire que s'il fait son travail et qu'il arrive à nettoyer la maison, s'il laisse une cheminée cosmotellurique parce qu'il ne connaît pas, que ce n'est pas sa formation, eh bien, les âmes et les entités vont revenir à l'appel quelques jours après. C'est ça, c'est-à-dire que lorsque les personnes appellent des médiums, elles pensent plus aux âmes et aux entités en général. Mais par expérience, une harmonisation de maison, on a 50-50. 50% de phénomènes telluriques, 50% de mémoire d'âme et d'entité. Inversement, il y a certains géobiologues aussi, c'est pas du tout une critique, c'est juste un constat, il y a certains géobiologues qui ne travaillent aussi que sur les phénomènes telluriques et qui ne veulent pas entendre parler d'âme, d'entité et de mémoire des murs. Et là, c'est pareil. Là encore, on a 50-50. Donc nous, on a la chance, on va dire, d'être, dès le départ, d'avoir été formés sur les 2 plans. Sinon, si on laisse un plan de côté, eh bien, c'est fait à moitié. Nous avons eu aussi la chance dans nos formations de pouvoir prendre aussi conscience dès le départ de l'importance de la résonance. Parce que là encore, alors c'est vrai que nous, c'est vraiment notre cheval de bataille, hein, c'est qu'on peut aussi être très efficace à transmuter des entités, à aider les âmes à monter dans la lumière, si on ne va pas chercher la cause de pourquoi elles étaient là, pourquoi par exemple les âmes ne sont pas montées, ou pourquoi ces personnes ont spécifiquement cherché cette maison. Eh bien, si on ne va pas chercher la cause, il n'y a aucune raison que ça change. Et pour quelqu'un qui n'est pas forcément dans la disposition d'appeler un professionnel, est-ce qu'il y a des petits trucs au moins à connaître pour protéger ou assainir un tant soit peu sa maison ? Alors, si la maison n'est pas trop chargée, effectivement, de l'encens type sauge blanche ou au Liban ou des choses comme ça peuvent nettoyer un petit peu. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué toujours de donner des conseils sur un travail comme ça, parce que les personnes, par essence, elles ne sont pas du tout objectives, puisqu'elles sont chez elles, donc elles ne peuvent pas voir ce qui peut poser problème. Donc c'est toujours délicat de donner des solutions... Des suggestions, suggestions plus que des solutions pour le moment. Ouais. Là, je pense notamment, vous le définissez, page 202 dans votre livre, quelques idées, quelques possibles pour se protéger. On peut mettre des pierres, il y a des ondes de forme. Alors qu'est-ce que c'est une onde de forme pour celui qui ne connaît pas ? Une onde de forme, c'est une forme géométrique qui va amplifier en fait l'énergie, alors plutôt l'énergie, on va dire, de polarité positive, qui aura tendance à remonter l'auto-vibratoire. Ça, l'encens, les pierres, les ondes de forme, et bon, éventuellement les prières, les méditations, tout ça, c'est pareil, ça augmente l'auto-vibratoire de la pièce ou de la maison. Mais tout ça, pour nous, ça fait partie de l'entretien, de ce que l'on peut mettre en place une fois que la maison a été harmonisée. Avant, ça ne va rien changer au niveau de la faille, ça ne va rien changer s'il y a un courant d'eau souterrain. Ça va améliorer les choses, mais on ne va pas repartir à zéro. Et puis, l'autre petit inconvénient aussi, c'est que les personnes n'auront pas non plus forcément pris conscience de pourquoi elles sont venues toujours pareil dans cette maison avec une fréquence basse, etc. Nous, notre rôle, avant peut-être même d'être géobiologue, c'est de mettre en lumière les blessures ou les traumatismes de ces personnes. Bon, on y va doucement, on n'est pas là pour les torturer, mais simplement mettre en lumière des choses. Parfois même les personnes nous disent « Ah tiens, je l'avais travaillé, pourtant ça avant, etc. » Oui, mais comme c'est un multicouche,
peut-être que la difficulté qu'elle rencontre aujourd'hui, ou ce qui est venu révéler l'âme dans sa chambre, c'est peut-être le fait justement de retravailler encore un petit peu sur cette couche, sur cette blessure peut-être de l'enfance. Et voilà, et tant que la personne n'aura pas vu ça, eh bien, elle sera toujours face à la même problématique. Oui, c'est ça. Surtout, par exemple, les émotions, souvent on parle de colère, parce qu'on a tous plus ou moins une part de colère en nous. Si la personne ne va pas voir d'où ça vient, pourquoi elle est là et que faire pour transformer la situation, eh bien, elle va continuer à attirer des entités de colère. Et ça, c'est très facile parce qu'il y en a partout. Alors, c'est pas forcément dramatique, mais des fois, à force, ça peut poser problème. Ouais. Autre chose qui, pour le coup, n'a aucun rapport avec le livre, mais qui peut aussi intéresser nos auditeurs. En tant que géobiologue, quelle est votre approche au vu de tous les réseaux relais qui défigurent un petit peu le système énergétique ? Est-ce qu'on fait plus appel à vous aujourd'hui en raison de ces résonances d'ondes, de réseaux, je ne sais trop comment les appeler, ou pas ? Alors effectivement, les ondes électromagnétiques font partie de notre travail en tant que géobiologue, dans le sens où elles perturbent l'habitat, au même titre que les autres phénomènes. Donc il y a déjà tout un travail de base qui est très facile à mettre en place ou à expliquer aux personnes, à savoir déjà la Wi-Fi dans la maison, si on peut l'éteindre le soir en allant se coucher. Déjà ça permet de ne pas avoir d'ondes toute la nuit quand on est au repos. Ensuite des appareils comme le micro-ondes qui sont extrêmement nocifs. Je pense aussi sur la table de nuit, on a toujours une veilleuse, si elle est mal branchée, ça peut poser problème aussi pour la nuit, ou un radio-réveil. Des choses toutes simples, parce que souvent on focalise sur l'antenne relais qui est à 3 km de la maison, mais en fait le four micro-ondes, il est dans la maison. Et donc il y a déjà des choses à faire toutes simples pour annuler ces ondes. Et nous, quand on intervient, on a des appareils spéciaux qui émettent un son quand il y a des hautes fréquences ou un champ électrique ou un champ magnétique. Et là, les personnes voient bien par le son ce qui les traverse dans le corps sans qu'elles en soient conscientes. Et là, effectivement, on voit à leurs yeux qu'elles prennent peur à ce moment-là. Parce que souvent, on dit oui, non, mais bon, ça se voit pas, ça s'entend pas, donc ça n'impacte pas. Or, oui, ça impacte et effectivement, c'est très embêtant dans une maison quand il y a beaucoup d'ondes. Oui, il y a cela, puis il y a aussi les lignes moyennes, haute tension, etc. Nous avons traité peu de maisons dans ce cas, mais de temps en temps, quand on roule, tout simplement, on se dit tiens, là, ceux-là, ils doivent s'en prendre pas mal, parce que vous avez des limites de distance entre les lignes et les maisons, et parfois ces limites ne sont pas respectées. En gros, c'est 1 mètre pour 1000 volts. Les personnes concernées pourront faire leurs calculs, et c'est vrai que ça peut être important. Il y a quelques années, nous étions allés chez des personnes qui avaient construit leur maison sous une ligne moyenne tension, c'est-à-dire donc 20 000 volts. Ils étaient jeunes, ils devaient avoir 30-35 ans par là. Et l'homme avait de gros soucis de santé, notamment au niveau du dos. Et en fait, il était en incapacité de travail et risquait même de perdre son travail, puisqu'il était conducteur d'engin et ne supportait plus le fait d'être assis dans sa grue, etc. Et ces soucis de santé étaient venus à partir du moment où ils avaient habité la maison. Et quand ils avaient acheté ce terrain, donc ils avaient acheté ce terrain parce qu'il n'était pas cher, et donc ils avaient posé la question à leur maître d'œuvre, celui qui était responsable de la construction, qui leur avait dit non, pas de souci, aucun problème, vous pouvez y aller. Et la ligne passait à peu près à 7 mètres au-dessus du toit, et elle-même commençait aussi, donc la jeune femme, commençait aussi à présenter des soucis de santé. Comment pallier justement à ça ? Pas acheter le terrain, ou alors faire dévier la ligne. Mais sinon, il n'y a pas d'autre solution. Bon, après, nous, on est intervenu énergétiquement, toujours pareil, sur l'influence de cette ligne. Mais bon, il n'y a pas non plus de miracle quand même. Quand les gens sont bien malades, c'est compliqué d'intervenir là. On va revenir un petit peu plus au livre à proprement parler et peut-être aussi à la dimension énergétique de ce que l'on peut définir comme négatif ou pas dans les énergies ressenties. Qu'est-ce que vous pourriez en dire ? Alors nous, on parle plutôt de polarité positive ou polarité négative, puisqu'en fait, pour nous, il n'y a pas bien ou mal. Donc une polarité positive, c'est-à-dire des phénomènes de polarité positive, notamment énergétiques, vont augmenter le taux vibratoire du lieu ou de la personne. Polarité négative, c'est l'inverse, ça va baisser. Ensuite,
on a parfois des remarques comme ça où les personnes nous disent « Ah, je suis accompagné, je la sens bien par l'âme de ma mère, de ma grand-mère, de mon grand-père, etc. Il était gentil, il me veut du bien, et puis il me conseille au quotidien. » On l'entend quand même assez souvent, ça. Hein. Bon, ok, si ça peut faire plaisir à la personne, là, il y a un petit souci, on va dire, d'attachement, quand même, hein, malgré tout. Le souci, c'est que même si le grand-père, la grand-mère, ou qui que ce soit, était gentil de leur vivant, etc., sur un point de vue purement énergétique, cette âme va pomper l'énergie de la personne. Donc, pour nous, polarité négative. À partir du moment où cela ne contribue pas à augmenter la fréquence, le taux vibratoire de la personne, polarité négative. Même si la personne y trouve son compte. Hein, ça, c'est encore autre chose. Donc, c'est important d'intervenir. On va revenir au présent, à l'ici et maintenant. Bon, il y a le livre. Et bien sûr, il y a les stages, il y a les réharmonisations de lieux. Quels en sont les projets aujourd'hui pour vous ? Jean est en train d'écrire un autre livre sur les âmes humaines. Pour l'instant, il n'y a pas d'éditeur. On va voir si on refait avec le même éditeur, s'il est intéressé. Au niveau des stages, on continue sur notre lancée parce que on a de plus en plus de monde, ça marche bien, les gens sont contents, reviennent, donc on continue. Au niveau harmonisation, on a de plus en plus de demandes grâce au livre d'ailleurs, puisque les gens nous trouvent grâce au livre. En fait, je dirais, il n'y a pas de gros et grands projets, surtout une continuité dans ce qu'on fait déjà, parce qu'on aime ça. Et c'est toujours des belles rencontres avec des belles personnes. Ce qui nous passionne aussi, c'est la recherche de lieux sacrés. D'aller voir des églises, de temps en temps nous appellent en disant « Tiens, dans mon coin, dans mon bois, il y a quelque chose d'intéressant à voir ». Des dolmens, des menhirs, des lieux de culte. Donc ça, on aime bien aller voir pour se recharger, juste pour se faire plaisir, quoi. C'est vrai que les voyages aujourd'hui sont un petit peu plus compliqués pour l'instant. Donc, on n'a pas de grands voyages en vue. Et puis, de mon côté, bien toujours l'envie de visiter autant les sites sacrés que les sites de bataille, les sites historiques. Ça peut être un appel aux auditeurs. Si vous connaissez un site sacré qui pourrait éventuellement intéresser Jean et Nathalie, n'hésitez pas à les contacter. Et justement, vous contactez par où ? Comment ? Il y a le site internet énergie-et-géobiologie.fr. Il y a la page Facebook Énergie et Géobiologie. Voilà, on a une chaîne YouTube aussi, parce que nous adorons écrire et nous adorons faire des vidéos. Donc on a plein de vidéos avec aussi des méditations, parce que pour nous c'est pareil, la géobiologie passe par une forme de spiritualité. C'est important, développer sa propre spiritualité, trouver son chemin. Donc il y a plein de vidéos là-dessus. On a toute une série de conseils, ça s'appelle la Minute des géobiologues, où on donne des petites astuces pour être mieux chez soi. Donc la chaîne c'est Géobiologie 46 sur YouTube. Voilà quoi, faut pas hésiter à aller sur le site, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Je voulais rajouter quelque chose qui est important, même si on l'a déjà dit, peut-être le dire d'une autre manière, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que quand on a des présences chez nous, c'est pas les méchantes âmes ou les méchantes entités qui viennent nous embêter ou nous tirer les pieds la nuit, pas du tout. En fait, ce sont des âmes comme des personnes vivantes à rencontrer ou des entités à regarder pour voir ce qu'elles ont à nous dire, et c'est toujours pour nous faire évoluer sur notre chemin spirituel. Ça n'est en aucun cas quelque chose qui peut venir nous nuire ou nous embêter, c'est toujours quelque chose dans le sens d'une évolution spirituelle. Donc c'est très important de le souligner pour éviter le côté film d'horreur ou choses comme ça qui pour nous n'existent pas, quoi. Alors nous arrivons au terme de cette émission. Peut-être un mot de la fin, Jean, Nathalie ? Eh bien, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ces histoires vous interpelleront comme nous, elles nous ont interpellés. On est toujours éblouis en fin d'harmonisation de voir ce qui a pu se passer et comment les gens nous rappellent ou nous écrivent en disant je dors mieux, ça va mieux, je suis plus apaisée. Notre plaisir, c'est ça aussi, quoi, de pouvoir mettre en avant les phénomènes invisibles et que les personnes se sentent mieux après. Merci aussi donc de nous avoir reçus. On commence maintenant à avoir quand même pas mal d'expérience et voilà, et je suis toujours épaté que ça marche. Parce qu'on est effectivement dans le monde de l'invisible, on est toujours dans le doute. Bon, faut pas non plus que cela bloque, mais c'est important de garder quand même cet aspect. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un avant, un après. Et je dirais, en dehors de ce que l'on explique dans le livre, tout en étant cartésien, j'aurais vraiment du mal
autrement que par l'invisible et autrement par ce que l'on fait, expliquer comment ça marche. C'était Daniel en compagnie de Nathalie et Jean Renaud pour leur livre Mémoire des lieux, mémoire de vie aux éditions Secret d'étoiles, en vous souhaitant une belle journée et une belle harmonisation à tous. À très vite. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.